C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc avec Philippe, très heureux de vous retrouver pour ce web séminaire qui est le troisième de la série sur le multisite organisé en partenariat avec nos collègues de Trajectoire Tourisme. Cette année, on vous propose un programme de web séminaire, donc de formation à distance euh, partagé, co-construit avec nos collègues de Trajectoire Tourisme, donc pour les deux réseaux Auvergne-Rhône-Alpes et puis Nouvelle-Aquitaine, et puis on voit qu'il y a aussi des gens d'un peu toute la France, donc ça élargit le panel de contacts et de conversations. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a 23 participants. Euh, N'hésitez pas à vous présenter si vous arrivez en cours de route. Voilà. Donc ce troisième web séminaire de la série est dédié plus spécifiquement au télétravail. Le premier s'attardait sur le management à distance et les problématiques de cohésion d'équipe. Le second était sur la thématique du travail flexible de manière plus générale, en fait, ces nouvelles organisations euh, des structures et du travail à l'intérieur de ces structures. Et aujourd'hui, on va faire vraiment un focus sur le télétravail et ses conditions de réussite. Donc, on parlera à la fois de la théorie de la réglementation et puis de la pratique. Et c'est donc Philippe Bonneau qui est avec nous, qui est directeur du site de Limoges de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Donc l'ARACT, c'est l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail. Donc Philippe nous présentera tout ça tout à l'heure. Bienvenue en tout cas et merci d'avoir accepté d'intervenir. Merci à vous de m'avoir invité. Donc un petit focus technique d'abord sur le web séminaire qui va durer 1 heure. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude désormais. Vous pouvez utiliser le module de conversation et de questions en bas à droite pour interagir avec les collègues, poser vos questions. On essaiera d'y répondre de la manière la plus fluide possible et puis à la fin on gardera vraiment un temps de questions et réponses. Vous pouvez donc activer les haut-parleurs en haut, mais il me semble que le son est bon pour tout le monde. On ne donne pas la parole à tout le monde, comme je disais tout à l'heure, puisque à 25, ça va s'avérer vite compliqué. En revanche, si vous avez des questions vraiment précises, on pourra organiser ça à la fin. Et puis, pensez à désynchroniser tous les éléments que vous pouvez avoir sur votre ordinateur pour optimiser au mieux la connexion. Voilà pour les rappels techniques. Ce web séminaire est enregistré. Il sera visionnable sur notre chaîne YouTube et puis sur le site de Trajectoire Tourisme. Et vous pourrez aussi télécharger la présentation et les différentes ressources que Philippe vous présentera. Donc tout ça vous sera envoyé par mail à la suite de ce web séminaire. N'hésitez pas, voilà, à poser vos questions pour que ce soit le plus interactif possible. Le sujet du télétravail donc et du multisite, il n'est pas nouveau, il est juste renforcé aujourd'hui par un contexte qui fait que on en parle beaucoup plus que d'habitude. Le télétravail, il y a eu un boom dans les années 90 et c'est un petit peu retombé ensuite. Aujourd'hui, on a les demandes qui émanent à la fois des salariés et puis des directeurs, donc des demandes qui se rejoignent. Et puis, on a le contexte des changements organisationnels. Donc, pour les offices de tourisme, c'est la question des regroupements, le fait de travailler avec une nouvelle équipe, le fait de travailler sur plusieurs sites, souvent très loin les uns des autres. Des déplacements qui sont plus nombreux, donc sur de grandes distances et questionnés, les questions de coût, les questions d'impact sur l'environnement. Le cadre de travail de manière générale qui évolue avec la transition des structures vers le digital, vers des serveurs en ligne et aussi vers des modes de travail plus collaboratifs en fait au sein de l'équipe. On parle aussi beaucoup de droit à la déconnexion, de connexion, de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc ce sont des controverses qui font partie justement du sujet du télétravail et donc Philippe vous parlera tout à l'heure. Et puis évidemment des événements chroniques. Au début de l'année, on a eu la neige, les intempéries, les tempêtes, les bouchons, les grèves, parce qu'on est en plein dedans. Et si vous avez suivi les actualités du week-end et de ces 2 premiers jours ouverts de la semaine, on est vraiment dedans et puis on se remet à beaucoup parler du télétravail. Donc voilà, c'est plutôt d'actualité et c'est une demande avec des problématiques qui sont assez fortes. Un petit rappel des épisodes précédents. Sur le sujet, on a fait un web séminaire sur le document unique de sécurité
et sur la qualité de vie au travail les années précédentes que vous pouvez retrouver en replay. Une rencontre réseau et puis d'autres web séminaires sur le travail flexible, sur le management à distance, sur les outils de communication interne, qui sont autant d'outils complémentaires qui peuvent vous servir justement pour appréhender cette question du travail à distance. Donc le contexte très rapidement du télétravail, c'est le travail qui est réalisé donc en dehors du cadre de travail au sein des locaux habituels, donc qui bouleverse justement les habitudes de travail sur la base des 3 unités qui étaient avant un lieu, une temporalité avec des horaires fixes et puis une organisation définie. Aujourd'hui, ces 3 unités, elles sont complètement bouleversées puisqu'on n'a plus forcément un seul lieu. La flexibilité horaire est plus forte et puis la manière même de travailler en réseau, en collaboration, en partage est complètement bouleversée. Donc on va parler du télétravail et du travail nomade de manière générale qui est soit lié justement à une circonstance, aujourd'hui il y a grève donc je télétravaille, ou à un choix, aujourd'hui je télétravaille parce que j'ai besoin de me concentrer sur une tâche. Et tout ça, évidemment, ça dépend pas que d'une personne, il faut que ce soit défini en équipe et Philippe nous donnera toutes les billes justement pour pouvoir y répondre. Un petit sondage d'abord euh, par rapport au pourcentage de salariés qui travaillent de manière nomade dans le monde. Est-ce que ça vous parle? Vous pouvez répondre via le petit module de conversation. Alors ça bouge, on est à 27 participants. Bienvenue aux personnes qui viennent juste d'arriver. Bienvenue à Boilem, Laetitia et Justine. Pas de souci pour le retard. Donc là, c'est assez partagé. Globalement, on est plutôt sur 24%. Et on est un petit peu plus, justement. On est sur 33% de salariés qui travaillent de manière nomade dans le monde. Donc habituellement, on voit beaucoup les commerciaux qui se déplacent, etc. Ça touche de plus en plus de nombreuses entreprises et pas seulement de grosses entreprises. En France, justement, le pourcentage de télétravailleurs et qui est réalisé de manière informelle en fait. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut représenter? En fait, il y a eu une loi sur le télétravail en 2012, mais elle a été très peu appliquée de manière concrète en fait. Je pense que Philippe nous donnera plusieurs exemples par la suite. Il y a une grosse part du télétravail qui est réalisée vraiment de manière assez informelle, ponctuelle et qui est assez peu organisée aujourd'hui. Et il me semble que c'est une demande que vous avez tous de savoir comment on organise ça. Donc là, on est à l'équilibre entre 30 et 40%. On est plutôt sur 65% en réalité du télétravail qui est réalisé de manière informelle. Donc encore une grande marge de manœuvre en termes d'organisation et de cadrage de ce télétravail. Donc les objectifs de ce web séminaire, c'est de comprendre justement les enjeux, tout ce que ça implique à la fois pour les télétravailleurs, à la fois pour les managers, pour l'organisation, de connaître le cadre réglementaire qui est assez fixé et qui évidemment ne répond pas toujours à la pratique du télétravail, et de maîtriser les étapes de mise en place du télétravail dans son entreprise. Donc répondre à vos problématiques. Certains d'entre vous ont répondu les bouchons du Périgord sont connus, oui, c'est une habitude. N'hésitez pas à partager vos commentaires en bas à droite. Donc les problématiques que vous nous avez évoquées justement via le petit questionnaire préalable, c'était beaucoup comment mettre en place un système qui soit égalitaire pour tout le monde. Quand on est une structure de 5-6 personnes, c'est peut-être un petit peu plus facile à organiser que dans une structure de 25 personnes. Ça n'empêche qu'il y a toujours des cas particuliers et des individualités qui font qu'il faut arriver à un consensus. Comment s'assurer de respecter les règles et de prévenir les risques, et ça Philippe nous en parlera aussi beaucoup tout à l'heure. Quelle méthodologie pour se lancer, et puis quelle évolution de l'équipe, qu'est-ce que ça implique en termes de cohésion, en termes d'évolution personnelle, en termes de management. On a encore beaucoup cette culture du je suis au bureau, donc on voit le travail que je fais, comment je fais pour évoluer dans ma carrière
quand je suis en télétravail, etc. On verra les impacts que ça peut avoir. On a aussi eu parmi les problématiques la question du front office, back office, comment je fais pour faire du télétravail si je suis en relation directe avec des clients. La question du lieu de travail, d'où est-ce que je peux télétravailler, c'est quelque chose à cadrer vraiment en équipe. La productivité, est-ce que les gens sont plus productifs en télétravail? Je crois que ça, c'est plus du tout remis en question aujourd'hui, puisque ça a été prouvé par différentes études et expérimentations. Et puis, voilà, les problématiques de méthodologie et de management. Donc, on va essayer de vraiment débroussailler tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra et on prendra un temps vraiment à la fin pour échanger avec vous. Donc, je vais laisser la main à Philippe qui va pouvoir se présenter et puis commencer par les aspects réglementaires. Bien, bah, bonjour à tous, merci de cette introduction. Donc Philippe Bonneau, je suis directeur du site de Limoges de la RAC Nouvelle-Aquitaine et je précise aux participants qui sont dans d'autres régions que notre belle région Nouvelle-Aquitaine, qu'il y a des associations régionales, des ARACT dans toutes les régions de France et qu'elles sont en ce moment très souvent interrogées sur cette question ces questions qui sont liées aux nouvelles modalités qu'on rencontre dans le monde du travail. Nous, ici en Nouvelle-Aquitaine, on a un chantier très particulier et très spécifique avec la collectivité territoriale sur ces questions des nouvelles modalités, et en particulier, alors sans parler franchement et uniquement du télétravail, aussi l'utilisation par des salariés des espaces de coworking ou des tiers-lieux qui font aussi partie des modalités qu'on peut avoir dans le télétravail. Alors, d'un point de vue réglementaire, ce que nous dit la loi sur les questions du télétravail, c'est qu'à défaut d'un accord d'entreprise, il faudra, si vous mettez en place ou si vous souhaitez mettre en place avec des salariés des modalités de ce type-là, préciser dans le cadre d'un avenant au contrat de travail les modalités selon lesquelles le salarié sera en télétravail. La principale raison de cette obligation-là vient pas tant du lien de subordination qu'on a dans le Code du travail que du Code de la sécurité sociale qui permet de définir les circonstances exactes d'un accident du travail. On y reviendra tout à l'heure dans la prévention des risques parce qu'il y a des précautions à prendre sur cet aspect-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est soit vous allez vers un accord d'entreprise, soit à un moment donné, et là, dans le cadre d'un accord d'entreprise, il n'y aura pas d'obligation de rédiger des avenants au contrat de travail, soit vous n'êtes pas dans le cadre d'un accord d'entreprise, et dans ce cas-là, il faudra à un moment donné rédiger des avenants au contrat de travail. Deuxièmement, on est toujours, même dans le cadre du télétravail, et là ça devient très compliqué pour certaines structures, c'est que l'employeur garde dans cette situation-là l'obligation de prévenir les risques professionnels, donc de faire l'inventaire des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés en télétravail dans le cadre de cette activité-là. Mais on a là un vide juridique qui existe aussi pour des activités comme l'aide à domicile. C'est que le domicile du salarié étant un lieu privé, l'employeur n'y a pas nécessairement accès pour faire l'inventaire des situations à risque. Donc si vous avez un projet de mise en place de télétravail, il faudra que chaque salarié fasse l'inventaire des risques auxquels il peut être exposé pendant sa période de télétravail à son domicile. Ça, c'est quelque chose de très particulier. On rencontre, nous, cette situation-là, je le disais, dans l'aide à domicile, où effectivement, si vous n'avez pas l'autorisation du salarié de rentrer chez lui pour faire l'inventaire des risques auxquels il peut être exposé, des risques de chute, des risques de glissade, certain nombre d'autres risques qui peuvent intervenir pendant son activité, il faudra que ce soit le salarié qui fasse l'inventaire lui-même de ces risques-là. J'attire votre attention sur le fait qu'en cas d'accident du travail au domicile, pendant des horaires théoriquement dévolus à l'activité professionnelle, les événements sont a priori tous caractérisés par l'accident du travail. Voilà, donc peuvent engager la responsabilité de l'employeur. Donc voilà sur les éléments de contexte réglementaire et législatif. C'est pour ça, pour faciliter les choses, que dans le réseau de l'ARACT, et pour des raisons qu'on découvrira plus tard, nous on préconise plutôt que des solutions individuelles, vraiment développer un projet d'organisation au niveau de la structure
de manière à obtenir un accord, voilà, ce qu'on appelle un accord collectif ou un accord d'entreprise pour mettre en place le télétravail. On passe au slide suivant. Ah, voilà. Alors, les avantages ou les risques qu'on rencontre dans les interventions qu'on peut à un moment donné avoir sur cette question du travail nomade ou du télétravail, si on est dans un accord d'entreprise, on va être nécessairement chercher un accord qu'on va qualifier de gagnant-gagnant. Pour les salariés, on parle beaucoup de qualité de vie au travail et le télétravail peut être une partie, une des composantes d'un accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail. Ça va permettre aux collaborateurs de développer leur autonomie et on sait que l'autonomie dans le travail est un des facteurs de prévention des risques psychosociaux et du stress en particulier. Ça va développer leur responsabilisation par rapport aux activités et par rapport à l'organisation de la structure. Ça va développer un sentiment de liberté par rapport à l'organisation temporelle et matérielle du travail. Et puis naturellement, ça va permettre de concilier des temps de vie personnels et professionnels qui là rentrent bien dans le cadre de l'accord national interprofessionnel de 2015 de 2013 pardon, sur la qualité de vie au travail. D'un autre côté, puisqu'on est dans un accord ou une recherche d'accord gagnant-gagnant, pour l'entreprise, ça peut développer la réactivité et la fluidité dans l'organisation du travail. On viendra tout à l'heure aux conditions pour mettre ça en œuvre. On le constate dans certaines organisations qui ont mis en place ce type de dispositif, ça augmente la productivité, ça permet d'augmenter la productivité d'un certain nombre d'activités des salariés. Ça permet à un moment donné de fidéliser les talents dans l'organisation et on sait au jour d'aujourd'hui que sur certains secteurs d'activité, certains métiers, la volatilité de la ressource humaine et dans les jeunes générations, la tendance au zapping d'employeurs peut permettre à un moment donné d'être stabilisé par la mise en place de modalités de ce type-là qui conviennent parfaitement à des générations entrantes dans le monde de l'emploi en ce moment. Ça permet de réaliser un certain nombre d'économies. Alors, là-dessus, je serai un peu précautionneux, dans la mesure où on voit certaines organisations développer le télétravail à outrance pour faire dans les grosses métropoles, pour faire des économies substantielles sur le loyer des locaux ou des bureaux dont il faudrait se doter pour accueillir l'ensemble des salariés qui, déportés en télétravail ou dans des tiers-lieux ou dans des espaces de coworking, font réaliser des économies importante en frais de gestion pour les structures. Donc là, il faut quand même être prudent. Oui, ça peut être économique, mais il ne faut pas non plus tout balancer en télétravail pour faire des économies. Et puis naturellement, c'est une question d'éco-responsabilité et on le voit dans des accords ou des engagements de type RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Il est vrai qu'on a un bilan carbone sur le télétravail qui n'a rien à voir avec celui qu'on peut avoir qui est lié au déplacement quotidien pour se rendre sur son lieu de travail. Donc en gros, la performance de l'entreprise qui est dans un pacte gagnant-gagnant, le pendant du bien-être des salariés. Alors, quels bénéfices on peut observer pour le salarié au regard des expériences qu'on peut être amené à suivre ou à accompagner? Naturellement, une économie de déplacement, donc de temps, de fatigue et d'argent. Une gestion du rapport vie professionnelle, vie privée qui peut être vraiment bénéfique à la fois pour le salarié, donc pour son implication dans le travail. Une possibilité, dans la plupart des cas, de pouvoir se concentrer sur des tâches nécessitant du silence, de la mise à l'écart pour pouvoir vraiment être sur ce qu'on fait et pouvoir produire rapidement et sereinement des documents ou n'importe quels travaux qu'on peut avoir à faire. Et puis, on le constate, un développement de la responsabilisation des salariés qui ont le sentiment qu'à un moment donné, l'opportunité qu'on leur offre de travailler sous cette modalité-là euh, nécessite un engagement de leur part largement aussi important que quand on est en présentiel dans l'entreprise. Pour l'employeur, c'est naturellement une qualité de vie des salariés, donc on peut obtenir assez rapidement une diminution de l'absentéisme et des accidents de travail qui sont liés au déplacement, naturellement, et puis un gain de productivité dont on parlait tout à l'heure, avec le développement de l'autonomie et de la responsabilisation des salariés qui, là, nous, on le répète dans le réseau,
des ARACT est un facteur de diminution de l'exposition aux risques psychosociaux. Et puis naturellement, pour la société, c'est une diminution des déplacements et du bilan carbone qui est lié à ceci. Pour autant, on ne peut pas évacuer un certain nombre de risques pour les structures, parce que mettre en place le télétravail, c'est repenser l'organisation. On ne peut pas considérer que pour mettre en place le télétravail dans une structure, il suffit de décider tous ensemble qu'on va faire les mêmes choses, mais autrement. On ne fera pas les mêmes choses et on les fera naturellement autrement. C'est-à-dire que mettre en place le télétravail dans une structure nécessite de faire un diagnostic sur l'organisation du travail, les relations collaboratives, et de bien voir ce qui sera fait en télétravail et la manière dont ce qui sera fait en télétravail va avoir des incidences positives ou moins positives sur l'organisation du travail et sur les collectifs de travail. Donc c'est le risque pour les structures, c'est vraiment de passer à côté de l'analyse de l'organisation du travail, mais aussi réfléchir à la manière dont est prescrit le travail. En France, on s'aperçoit que le travail est souvent prescrit dans des temporalités excessivement courtes et souvent en proximité géographique. La mise en place de ce type de modalité va nécessairement interroger le système de prescription du travail. La question de la charge de travail qui chez nous est plutôt un réflexe au temps, c'est-à-dire que la charge de travail est souvent calculée par rapport à une temporalité du travail et pas forcément par rapport à une complexité du travail ou à une collaboration des travaux, va nécessiter là aussi que la structure s'interroge sur la manière dont elle envisage l'évaluation de la charge de travail confiée à des individus ou à des collectifs. Les risques aussi pour la structure, c'est de continuer à assurer la vie du collectif, qui fait le fondement de l'entreprise, de l'association ou de la structure. C'est que mettre en place le télétravail ne doit pas mettre en péril la vie du collectif. Une tendance qu'on constate au sur ou au sous-management, c'est-à-dire qu'on a des structures qui mettent en place le télétravail et qui, par réflexe, vont surcontrôler la présence pendant les temps de travail ou la quantité de travail. Ou alors, dans d'autres situations, quand c'est pas trop bien organisé, on a un sous-management, c'est-à-dire que la mise à disposition, la mise à distance, pardon, des collaborateurs, bien, produit une distanciation des liens de management, compris des managements à distance, entre les managers et les salariés, ce qui là est un facteur qui peut provoquer des risques psychosociaux importants. Ensuite, dans une organisation qui met en place le télétravail, il faut s'assurer que la coordination de l'ensemble des activités est une réalité effective et que, en fonction des catégories ou des emplois qui vont être amenés à être en télétravail, il faut absolument s'assurer que l'ensemble des activités restent coordonnées. Enfin, on le constate, et ça fait partie des travaux que nous, on mène en Nouvelle-Aquitaine avec la coopérative des tiers-lieux en particulier, être dans des situations de ces modalités de travail amène les salariés à développer des nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences sont intéressantes naturellement pour l'individu, mais la question du réinvestissement de ces compétences dans l'organisation du travail est encore posée. Alors, pour les salariés, quelques risques qui peuvent apparaître dans ces situations-là. C'est des difficultés à vivre une situation professionnelle dans un lieu privé, voilà, c'est-à-dire je suis dans mon domicile et je travaille, mais je suis dans un lieu qui peut m'amener à un moment donné à être happé, absorbé par ce que j'ai à traiter à mon domicile plutôt que dans mon lieu privé. Donc il faut accompagner de notre point de vue les collaborateurs dont la situation le nécessite à vivre professionnellement cette situation de travail à domicile, ce qui n'est pas une évidence pour tous, hein. Et on n'est pas là-dessus sur des niveaux de compétences ou des niveaux d'emploi. On est bien là sur l'appréhension d'une manière spécifique et individuelle d'avoir une activité professionnelle dans un lieu privé. D'où parfois des difficultés à gérer les temps de travail et la charge de travail, c'est-à-dire qu'on peut avoir des tendances dans ces situations-là à avoir des surconnexions sur des temps de travail, c'est-à-dire avoir des temps de travail à rallonge par rapport à ce qu'on aurait si on était présent dans la structure. Mais aussi, d'un autre côté, une tendance inverse qui est à travailler très très rapidement chez soi pour avoir du temps libre
pour des activités qui concilient la vie professionnelle et le temps de travail et le temps personnel, pardon. Des difficultés à analyser et verbaliser ces difficultés parce qu'il faut absolument mettre en place dans ce type de situation une évaluation de la manière dont le travail est effectué pour comprendre les difficultés des salariés. Une prise de distance du collectif, c'est-à-dire un délitement des relations professionnelles entre les individus du collectif, ça c'est des risques réels pour les salariés. Et puis enfin, une absence d'une maîtrise totale des technologies et des outils qu'on utilise dans des situations qui sont générées par ce type de modalité et qu'il faut bien vérifier avant de mettre les salariés dans ce type de situation. Alors, pour reprendre un grand classique de l'explication des besoins fondamentaux des êtres humains qui peuplent cette planète, c'est la pyramide de Maslow, et on a là, en partant de la base jusqu'au dernier niveau de réalisation de soi, qui est l'étage ultime de la pyramide de Maslow, l'explication et l'illustration par rapport à ces situations de télétravail. Donc, sur les besoins de base, qui sont en gros les besoins vitaux d'un être humain, si on le rapporte aux situations de télétravail, c'est l'évolution des espaces de travail pour garantir les besoins de base d'un individu. Au niveau supérieur, où Maslow décrit les besoins de sécurisation, une fois qu'on a assumé les besoins de base, c'est avoir un contrat de travail adapté, un système de technologie d'information et de communication performant avec un appui à la gestion des petits soucis quotidiens à distance, qui, de notre point de vue, doivent être à un moment donné organisés et concertés dans chacune des organisations de travail. Après, sur les besoins d'appartenance, qui est le niveau médian de la pyramide de Maslow, c'est la participation même dans des situations de télétravail à des travaux et à une animation d'un collectif de vie, voilà, et à la contribution des individus dans des projets collectifs. On viendra tout à l'heure sur quelque chose d'important dans la mise en place d'organisations sous ces modalités-là. C'est la temporalité de ces modalités-là. Est-ce qu'on est dans des modalités qui permettent à des salariés d'être en permanence en télétravail, d'être 3 à 4 jours par mois en télétravail, d'être 1 jour par semaine? Ça, ce sont des modalités qui doivent, à un moment donné, permettre de préserver cet étage de la pyramide de Maslow, qui est en gros le sentiment d'appartenance à un collectif de travail et à sa contribution. Enfin, sur les deux derniers étages de la pyramide de Maslow, pour répondre aux besoins d'estime, c'est mettre en place un management à distance qui est performant, pardon, avec un réel suivi des télétravailleurs, et puis une attribution d'un rôle et d'une audience des gens qui sont en télétravail par rapport à eux-mêmes d'une part, mais aussi au collectif, de manière à développer le sentiment de reconnaissance. Et puis enfin, sur le dernier étage de la pyramide de Maslow, sur le besoin de réalisation de soi, c'est à un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, la manière dont ces compétences sont réinvesties dans l'organisation ou dans la carrière de l'individu par rapport au projet individuel, mis en perspective par rapport à des projets collectifs. Les deux premiers étages, justement, de base, qui sont la sécurité et les espaces de travail, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent, qui apparaît de manière beaucoup plus forte, en fait, avec le télétravail que quand on est sur site, mais qui sont des choses qui peuvent aussi cristalliser des tensions et amener des risques psychosociaux pour les gens qui sont dans un lieu de travail habituel. Et puis, je pense qu'on sait très bien que c'est le cas dans beaucoup d'offices de tourisme où justement on porte une grande attention au front office, à l'accueil des clients, et puis derrière, l'aménagement des bureaux, on n'en parle jamais. Donc c'est une occasion aussi de re-questionner le cadre de travail qui est pas uniquement celui du télétravail. Tout à fait. Alors, pour rentrer dans le vif de comment on peut procéder pour préparer l'organisation du télétravail, il y a un certain nombre de préalables ou de questionnements à poser pour avancer. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un projet pour la structure, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un projet stratégique qui est lié à l'activité de la structure, ou est-ce qu'on est plutôt
sur un projet pour répondre à des besoins d'un ou deux salariés. Donc on est bien là dans une question de stratégie de l'organisation, savoir si on embarque l'ensemble de la structure, pas forcément l'ensemble des acteurs de la structure, mais est-ce que la structure dans son projet d'organisation envisage le télétravail pour elle et à son profit, voilà, concerté mais réel, ou est-ce qu'on est uniquement sur des modalités qui répondent à des situations d'un ou de plusieurs salariés? Cette question-là est première parce qu'elle va à un moment donné décider du travail qui va rester à faire. Deuxième champ de questionnement qu'il faut, à mon avis, se poser dans une organisation qui commence à réfléchir, c'est pour qui? C'est-à-dire que ces activités, souvent, suivant ces nouvelles modalités, vont s'adresser dans la structure à quel métier, à quel poste, à quelles activités, et si on est dans un projet d'organisation collective, en veillant à ce que l'équité soit respectée pour éviter des conflits, et, voire une explosion du collectif de travail. Donc ça, c'est de notre point de vue les deux questions préalables à se poser pour aborder les questions du télétravail dans une organisation. Alors, sur l'équité, qui pour nous, association paritaire, est un préalable à toute démarche visant à modifier les conditions de travail pour en assurer et en développer l'efficience, il faut vraiment réfléchir à quel métier ou à quelles activités. On voit très très souvent, vous parliez en introduction tout à l'heure, des commerciaux, bon voilà, on voit bien que c'est le métier de commercial qui peut à un moment donné être en situation de télétravail. Nous, on aime bien préciser les choses, c'est-à-dire que on peut avoir des métiers, oui, effectivement, pour lesquels on peut considérer que dans une organisation, l'ensemble de l'activité, hormis des réunions de service ou qui assurent en plus le lien social avec le collectif, peuvent se passer sous cette modalité-là. On peut aussi, à un moment donné, voir ça de manière un peu plus transverse, en disant quels types d'activités peuvent être traitées en télétravail pour répondre ensuite à quels sont les salariés qui portent ces activités ou qui pourraient porter ces activités et qui peuvent ainsi être amenés à bénéficier de ces situations de télétravail s'ils le souhaitent. Deuxième point sur l'équité, ça paraît une évidence, mais autant s'en assurer quand on met en place ce type de modalité, c'est s'assurer des conditions de connexion au domicile. C'est-à-dire que on est encore dans certains coins de notre Nouvelle-Aquitaine, alors je parle pour ce que je connais le moins mal, à savoir ce territoire-là, on est encore avec des zones qui sont un petit peu compliquées d'un point de vue des connexions, et que mettre des salariés dans des zones assez mal desservies ou desservies par des modalités très lentes de connexion peuvent être un réel handicap à un moment donné pour mettre les gens dans des situations objectivement bénéfiques et équitables les uns les autres pour pouvoir accéder au télétravail. S'il n'y a plus d'obligation, l'équipement individuel et son coût pour les salariés peut être un frein. Voilà. Alors, moi, je me suis permis de vous mettre en bleu notre préconisation à nous dans le réseau. Voilà, il n'y a pas d'obligation légale pour l'employeur. Cependant, d'un point de vue de l'équité, nous, ce que nous préconisons, c'est que l'employeur assume cette charge, c'est-à-dire à un moment donné, sécurise l'équipement de manière à ce que si on n'est pas dans cette situation-là, on puisse avoir des conflits de logiciels entre du matériel individuel qui serait mis à disposition de l'entreprise par le salarié. Donc, de notre point de vue, il serait bien que l'employeur, quand il met en place ce type de démarche-là, prévoit une enveloppe financière ou à un moment donné d'équiper des postes de travail de portable quand on est au siège de vos structures, de manière à ce que les gens qui sont en situation de travail puissent à un moment donné partir avec le portable et puis travailler sur un écran double comme ça se fait. Là, je suis dans cette situation-là, moi, au jour d'aujourd'hui, puissent à un moment donné se connecter sur une qualité d'écran pour pouvoir travailler quand ils sont au bureau. Sans s'immiscer dans le lieu privé, interroger les salariés sur leurs conditions matérielles de travail à leur domicile. Tout le monde n'a pas à son domicile une pièce à dédier à son activité professionnelle. C'est-à-dire qu'on voit des télétravailleurs qui travaillent dans leur salon, qui travaillent dans leur chambre, dans leur cuisine, dans leur bibliothèque, peu importe, mais en tout cas, il faut quand même s'assurer que
d'un point de vue de l'équité, sans parler que les gens doivent tous disposer d'un bureau de 12 mètres à leur domicile pour être dans une situation de télétravail, quand même vérifier et questionner à un moment donné les salariés sur les modalités matérielles qu'ils vont dévouloir à ces situations qu'ils vont avoir à vivre chez eux. N'importe comment, cette question-là, vous la rencontrerez obligatoirement lors de la rédaction spécifique d'une partie du document unique d'évaluation des risques professionnels sur le télétravail. Alors, sur les préalables organisationnels, bon, on le voyait tout de suite, c'est la question des matériels, des connexions, de l'accès aux outils et aux ressources qu'il faut commencer à prévoir. C'est les questions qui sont liées aux absences dans l'organisation. Voilà. Notre organisation et vos organisations de travail sont souvent hyper réactives et que quand une demande est adressée à vos structures, on va trouver immédiatement en présentiel dans la structure la personne qui va savoir répondre à la demande. Le fait de mettre en place des organisations de ce type-là va éloigner les compétences de la structure, donc à un moment donné, vous allez devoir traiter ou préparer le traitement des sollicitations qui vont arriver sur la structure en présentiel, physiquement, et pour lesquelles vous n'aurez pas nécessairement la ressource, puisqu'elle sera en télétravail, pour répondre à cette demande-là. Donc on est bien là sur la nécessité d'interroger l'organisation du travail liée à des absences pour télétravail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va voir se développer dans des organisations qui s'intéressent à ces modalités-là ce qu'on appelle la polycompétence, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la polyvalence, voilà, où un individu est capable de faire plusieurs tâches qui sont généralement frontalières des tâches de son référentiel emploi. On est souvent dans des organisations qui mettent en place ce type de modalité de travail sur une réflexion sur la polycompétence, c'est-à-dire comment à un moment donné des compétences peuvent être partagées par plusieurs acteurs du travail dans une organisation et qui vont permettre à un moment donné, en cas d'absence de l'une d'elles, de pouvoir avoir en qualité, en réactivité et en quantité la capacité de répondre à des demandes particulières. Alors, si je m'adresse spécifiquement aux directeurs de structure, qui ont souvent des assistantes pas très loin de leur bureau d'un point de vue physique au quotidien. Si votre assistante est en travail 2 jours par semaine, il est évident que vous allez plus pouvoir pousser la porte de son bureau pour lui demander de réagir en un quart d'heure à un mail qui est tombé ou à répondre tout de suite. Voilà, il va falloir qu'à un moment donné, l'organisation du travail et les relations de travail, et en particulier les liens qui sont liés à la prescription du travail, soient réfléchis autrement. Voilà. Et aussi par rapport au retour du télétravailleur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura des messages qui auront été laissés en attente, il y aura des communications qu'on aura gardées sous le coude pendant qu'il n'est pas là, et qu'à un moment donné, il faudra, au moment du retour du télétravailleur dans l'organisation, prévoir un temps d'appropriation de ce qui s'est passé pendant l'absence pour pouvoir le traiter. Voilà. Autre point à voir dans les préalables organisationnels, c'est la question de la temporalité du télétravail. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce télétravail, si vous êtes dans le cadre, par exemple, d'un accord d'entreprise, est-ce qu'on est sur une modalité au mois, une modalité à la semaine, à l'année? Il faut absolument réfléchir à ces questions-là, de manière à pouvoir voir au niveau de la structure globale comment vous allez organiser les choses. Si vous êtes une petite dizaine dans une structure, est-ce que vous pouvez mettre 10 personnes en télétravail en même temps? Est-ce qu'il faut assurer une présence? Ça, c'est des questions que l'organisation doit traiter en amont de la mise en place du télétravail. Dans la pratique, Philippe, sur les structures que tu accompagnes, moi j'avais vu que en général les gens travaillaient au maximum 2 jours par semaine en télétravail dans la plupart des cas. Est-ce que Ouais, c'est à peu oui. près ça que tu rencontres aussi? C'est oui, entre 2 jours et 2 jours et demi par semaine. Et souvent, dans des accords d'expérimentation, on y viendra peut-être tout à l'heure, parce que c'est aussi une des modalités de préparer la chose, c'est d'avoir des accords expérimentaux. C'est aussi à un moment donné de dire, par exemple, sur 2 jours par semaine, oui, d'accord, mais consécutif ou pas consécutif. Est-ce que c'est le lundi, est-ce que c'est le vendredi, ou est-ce qu'il est possible de travailler le mercredi et le jeudi? Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut voir par rapport aux contraintes de l'organisation, hein. C'est ce qu'on appelle les contraintes de l'organisation.
Sur les préalables par rapport au dialogue social et à la responsabilité de l'employeur. Donc sur les structures qui sont présentes ce matin, quand vous êtes à plus de 10 salariés, théoriquement, vous avez un collège de délégués du personnel versus ancienne mouture Code du travail. Vous verrez avec les nouvelles moutures liées à la loi Macron ce que vous devez mettre en œuvre. Mais quand vous avez à un moment donné des partenaires sociaux élus, nous, ce qu'on vous conseille fortement dans le réseau, c'est d'aller vers un accord d'entreprise. Et là, on y faisait juste référence avant. Cet accord d'entreprise, il peut être soit définitif, soit expérimental. C'est-à-dire que vous avez toute opportunité et toute possibilité à négocier dans un premier temps un accord expérimental dont il faut naturellement fixer le terme, c'est-à-dire que vous pouvez être sur un accord expérimental de 12 ou 18 mois par exemple, qui va vous permettre à vous et aux salariés de tester ces modalités-là et de pouvoir à un moment donné, dans la définition d'un accord définitif cette fois-ci, prendre en compte les critères de l'expérience. Donc, dans un accord expérimental, généralement, ce qu'on va retrouver, ce sont les critères d'accès à la modalité de télétravail, c'est-à-dire quel emploi, on revient à l'équité, quelles activités, voilà, sous quelle modalité, ce sont les critères d'accès qu'il faut définir dans un accord de type expérimental, mais vous l'aurez même dans l'accord définitif. Deux, les conditions temporelles et matérielles. C'est ce qu'on disait tout de suite. C'est combien de jours par mois, c'est combien de demi-journées par mois, est-ce qu'il est possible de les accoler, est-ce qu'il n'est pas possible de les accoler, quels jours de la semaine sont interdits en télétravail parce qu'on a besoin d'avoir tout le monde pour les réunions. Ça, ce sont des choses qu'il faut d'ores et déjà poser dans un accord. Deux, troisième point, le développement des compétences. Il nous semble à nous très important de considérer que les solutions de ces modalités de télétravail et de travail à distance sont synonymes de développement des compétences pour les salariés et pour les collectifs. Donc, à un moment donné, il faut faire le point dans un accord d'entreprise de ce type-là. Il faut faire le point tous les ans, par exemple. C'est ce qu'on prévoit généralement dans les accords d'entreprise. C'est une clause de revoyure annuelle. C'est de voir comment ces modalités-là ont développé les compétences et les collaborations entre les différents acteurs du travail. Les critères objectifs de réussite qu'on négocie, c'est-à-dire qu'en gros, on vise quoi par cet accord? Est-ce qu'on vise une diminution des accidents de trajet? Est-ce qu'on vise un renforcement des compétences de l'organisation, des collaborations dans les organisations? Donc on va essayer avec les parties négociantes de définir les critères objectifs qu'on va se fixer dans la temporalité de cet accord. Et puis, dernier point à voir, ce sont les modalités. Est-ce qu'on est uniquement à domicile quand on télétravaille? Ça, c'est une question qu'on nous pose de plus en plus souvent. On peut avoir accès à des tiers-lieux, on peut avoir à des espaces de coworking, on peut avoir accès à différentes formes de télétravail, et que ça, il faut le prévoir dans l'accord. On prenait tout à l'heure le cas de salariés qui seraient domiciliés dans des zones blanches ou mal couvertes d'un point de vue de la connexion. Est-ce que pour autant ce sont des gens qui sont privés de la possibilité de télétravailler, ou est-ce qu'on leur offre la possibilité de travailler à 4 ou 5 kilomètres de chez eux dans un espace qui, lui, par contre, est parfaitement câblé et parfaitement desservi par les réseaux? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors, dans les tiers-lieux, dans les espaces de coworking, vous vous dites bien derrière qu'il y aura la question de la prise en charge financière de l'accès à ces tiers-lieux qui doit être négocié à un moment donné dans un accord. Donc voilà pour ce que et ce que peuvent être à un moment donné des accords d'entreprise. Bon, là, il faut que vous sachiez que l'ensemble du réseau des ARACT est tout à fait capable d'accompagner une organisation de travail à mettre en place un accord de ce type-là. L'intérêt de l'accord expérimental, c'est qu'il vous permet de ne pas vous engager définitivement sur ce type de dispositif, et puis à un moment donné de voir si ça vaut vraiment le coup de passer à un accord définitif qui sera à ce moment-là appliqué et applicable à tout nouveau salarié entrant dans la structure. Sur la prévention des risques professionnels, c'est votre obligation légale. On en parlait tout à l'heure dans le Code du travail. Donc vous devrez introduire les situations de télétravail dans un chapitre particulier de votre document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est faire l'inventaire des risques au domicile, et ça généralement c'est réalisé par les salariés. Les modalités de management à distance, et je pense que ça fait l'objet d'une session précédente,
de vos travaux, c'est effectivement comment, pour prévenir les risques professionnels, le contact est établi quotidiennement, une fois par jour, plusieurs fois par jour, par qui et avec qui et sous quelles conditions, entre les télétravailleurs et le management qui a la charge et la responsabilité de mettre en place ce télétravail. Si vous avez des salariés ou si vous décidez à un moment donné de mettre en place le télétravail par le recours à des tiers-lieux ou à des espaces de coworking, il faudra que vous visiez et que vous acceptiez les documents uniques d'évaluation des risques professionnels de ces structures. Voilà, parce que d'un point de vue réglementaire, le Code du travail fait de ces espaces-là ce qu'on appelle des espaces de coactivité. Ce sont les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces qui ont la responsabilité de l'inventaire des risques et tous les utilisateurs, c'est-à-dire les employeurs qui détachent dans ces structures-là des salariés, doivent avoir pris connaissance, ainsi que les salariés, des modalités de prévention des risques professionnels qui sont mises en place. Et puis naturellement, si vous n'êtes pas dans un accord d'entreprise, mais plutôt dans des accords en B2B avec des salariés, ben vous aurez à modifier par avenant les contrats de travail pour préciser et les modalités du télétravail, à savoir les jours pendant lesquels le télétravailleur sera à son domicile, et puis les modalités précisant en particulier la prévention des risques professionnels. Sur la question des lieux, Philippe, on a Annelise qui nous demande si il peut y avoir d'autres lieux, une bibliothèque par exemple. Là, je dirais que c'est plutôt une question pratique. Dans les bibliothèques, je pense que c'est Oui. très propice à la concentration, peut-être un peu moins au coup de fil Oui, et autres, en fait. oui, mais dans ce cas-là, on est là dans un espace public qui n'est pas spécifiquement juridiquement dédié à l'activité professionnelle d'un point de vue comme les tiers-lieux ou les espaces de coworking qui sont clairement identifiés d'un point de vue juridique sur les obligations. Quand vous êtes dans une bibliothèque municipale, vous êtes dans un lieu public. Moi, personnellement, j'y vois aucun intérêt, mais dans ce cas-là, il faudra le stipuler dans un accord expérimental ou dans l'avenant d'un contrat de travail. On a quelques autres questions. Alors une vraiment sur l'équité, le fait que le télétravail ne soit pas ressenti comme un avantage par rapport aux autres. Ça relie à la question de l'accueil justement, qui est beaucoup dans les offices. Quand j'ai de la relation client, comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a que les postes en front office Hmm. pour le coup qui ont entre guillemets le droit de faire du télétravail? Je pense que Philippe, tu as des exemples de structures qui ont de la relation client et qui font quand même du télétravail. On va peut-être y répondre juste après, justement en enchaînant Hmm. sur la suite, sur la manière de le mettre en place dans la structure. On note toutes vos Hmm. questions et on y répond au fur et à mesure comme ça. Sur enfin, voilà, bon, quand on est dans cette phase de réflexion sur les préalables, hein, on est bien dans le cadre d'un projet collectif et ce qui nous paraît, nous, vraiment l'objectif à rechercher, c'est-à-dire se mettre dans une posture d'un projet collectif. Donc, à un moment donné, vraiment réfléchir à l'organisation du travail d'un point de vue collectif. Et il faut à un moment donné, si on veut chercher l'équité, donc l'adhésion, à un moment donné, à un projet de ce type-là, il faut vraiment se poser les questions, par exemple, du nombre maximum de télétravailleurs au même moment. Voilà. Et ça, à un moment donné, c'est à l'employeur de fixer ses exigences et ses règles. Euh, on peut aussi, pour préparer cette question-là et répondre à la question, euh, imaginer l'organisation du travail autrement qu'elle l'est aujourd'hui. Et c'est bien l'avantage de ce type de projet sur ces modalités-là, c'est de reposer à plat l'organisation du travail et de vraiment définir le qui peut faire quoi dans une entreprise, indépendamment du qui fait quoi au jour d'aujourd'hui dans l'entreprise. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose, si on veut chercher l'équité, oui, on peut faire de l'accueil téléphonique chez soi. Voilà. Si on est équipé, on peut prendre des appels chez soi. Voilà. Et on peut, à un moment donné, renvoyer des communications au jour d'aujourd'hui avec des systèmes techniques pas très compliqués. On peut faire cet accueil-là à distance. Vous connaissez bien mieux que moi l'ensemble de vos contraintes et de vos activités par rapport que ce soit à vos financeurs, à vos clients, à vos visiteurs.
C'est à vous, effectivement, de voir tout ce que les solutions que la technologie permet au jour d'aujourd'hui de mettre en œuvre peut, à un moment donné, faciliter la mise en place du télétravail, tout en devant répondre à vos contraintes et à vos missions. Ça, on est bien d'accord, mais il faut que quand vous réfléchissez sur une organisation de ce type-là, vous envisagez les choses d'une manière excessivement novatrice. C'est-à-dire que il ne faut pas déqualifier les emplois, il ne faut pas dire que tout le monde est capable de faire et peut faire n'importe quoi dans une organisation de travail, mais comment à un moment donné les activités peuvent se répartir, peuvent développer les compétences, la polycompétence des individus, ça c'est des vraies questions qu'une organisation doit se poser à ce moment-là. Voilà. Après, technologiquement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, il y a un certain nombre de choses que vous voudrez faire, parce que, il y en a un certain nombre d'autres que vous ne voudrez pas faire, parce que pour répondre à vos missions, il y a des choses que vous vous interdirez, et les choses doivent être posées très très clairement vis-à-vis des salariés, et le plus tôt possible dans la négociation. La question de la disponibilité, on y voyait, on en parlait tout à l'heure. Un collectif de travail a besoin d'espace temporel d'échange. Voilà. Donc, nous, ce qu'on conseille fortement dans les organisations qui vont vers ça, c'est vraiment de baliser des temps où la présence de tous est absolument obligatoire dans la structure pour pouvoir réguler les relations de travail. Euh, oui, alors il y a une question qui est la question de l'indisponibilité immédiate pour traiter au vol. Voilà. Ça, vous êtes dans des métiers de service, donc vous savez très bien que votre organisation quotidienne, elle est percutée en permanence par des mails qui arrivent, des visites, des appels téléphoniques, et que effectivement, l'organisation en télétravail peut à un moment donné bouleverser vos habitudes de travail, de réactivité, et que ça, il faut aussi s'y préparer. Pour nous, ANACT et Réseau des ARACT, c'est vraiment le télétravail, un projet collectif qui réinterroge le travail et l'organisation du travail. Je, j'insiste vraiment sur ce que tu dis, Philippe, sur l'intérêt de l'expérimentation, en fait, pour éviter de se mettre des barrières qui font qu'au final, on n'arrivera jamais à formaliser un accord et puis on n'y Mm. arrivera jamais. Je pense qu'il faut être conscient des risques, mais si on voit le télétravail que par le prisme de la Mm. réglementation, je pense que ça sert à rien d'y aller et c'est quelque chose qui était appuyé par un juriste justement en droit du travail qui disait que si on regardait que le prisme de la réglementation et si on faisait attention aux risques, évidemment, on n'y allait pas parce que trop complexe, parce que on va mettre trop de temps à mettre en place. Donc tout ce qui est question justement de téléphone perso pro, de est-ce qu'on peut faire sauter une journée de télétravail pour les besoins de la structure, ça c'est vraiment la structure qui le gère. Donc après se pose la question de l'équité, mais tant qu'on tente pas, en fait, on verra pas bien les aboutissements à condition que ce soit un minimum cadré justement Complètement. pour éviter les débordements. Et justement, Stéphanie nous posait la question de l'apport sur le sujet des ordonnances Macron, pardon, et le fait que certains articles parlent de droit opposable du salarié qui peut demander à télétravailler sans que la volonté émane de l'organisation. En fait, c'est vrai que le rapport a été inversé, que maintenant c'est l'employeur qui doit justifier du fait de refuser le télétravail. Donc c'est le salarié qui est en première ligne là-dessus. S'il propose le télétravail, l'employeur doit avoir une bonne Ouais. raison pour lui opposer. Ça oblige quelque part les structures à se poser la question. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport Oui, à ça, bah, Philippe. moi je pense que c'est un véritable danger que la rédaction de ce texte dans cette ordonnance, parce que effectivement, ça ouvre un droit opposable du salarié, et que ça peut à un moment donné, on va être dans du B2B, c'est-à-dire dans du conflit individuel entre le salarié et son employeur. Plutôt que à un moment donné, alors c'est bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est que oui, si vous consultez tous un avocat spécialiste de droit social sur cette question-là, à mon avis, en 10 minutes, il va vous avoir complètement écœuré d'y aller. Voilà, si ce n'est de préparer votre argumentaire pour refuser individuellement aux salariés qui le demandent d'être en télétravail. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on est vraiment sur cette opportunité que peut avoir et présenter un projet d'organisation, un projet collectif
qui peut à un moment donné couper court à des velléités individuelles qui pourraient vous mettre en difficulté si demain, dans vos structures, un ou deux individus décidaient de vous demander de les mettre en télétravail. Le fait de raccrocher ça à un projet collectif permet d'éviter assez rapidement ce genre de situation qui peut avoir des effets assez délétères sur les relations de travail. Donc si vous partez sur une réflexion collective, si vous aviez d'ici là des demandes individuelles qui s'exprimaient, bah, un des motifs de refus, c'est le fait, et il est complètement opposable celui-ci, c'est le fait que vous êtes sur un projet d'organisation collectif par rapport à un projet de type télétravail et que bah, vous réservez votre réponse dans l'attente de la mise en place de cet accord. Voilà. Accord qui doit venir Oui. parce que sinon, Oui, ça alors si compliquera tout. n'importe comment, si vous allez vers un accord collectif, vous pouvez toujours être dans une situation juridique qu'on appelle le constat de désaccord. Voilà. Et le constat de désaccord, c'est la responsabilité de l'employeur qui va arriver dans ce cas-là en premier. C'est que même en cas de désaccord, l'employeur peut décider d'aller vers une organisation de ce type-là ou au contraire de ne pas mettre en place ce type d'organisation et il sera dans ce cas-là renvoyé dans le cadre des ordonnances Macron, à des réponses individuelles qu'il faudra argumenter s'il ne les accepte pas, parce que le fait de ne pas avoir d'accord d'entreprise ne vous empêchera pas d'être dans l'obligation de répondre aux demandes individuelles. On a une question d'Élodie qui nous demande s'il faut mettre en place une contrepartie financière pour le salarié qui utilise entre guillemets une partie de son domicile. C'est ce que disait Philippe tout à l'heure. C'était le cas avant, ça a été justement enlevé dans le cadre des ordonnances Macron. Aujourd'hui, la prise en charge des frais au Ouais, domicile n'est c'est plus bien ça. obligatoire. Mais voilà, c'est à la structure de voir avec le salarié qui télétravaille les frais qui sont engagés et Oui. d'avoir un accord donnant-donnant pour faciliter la bonne mise en Si place vous du êtes dans le cadre télétravail. d'un accord collectif, ces questions-là, vous les traitez. Elles sont traitées collectivement. C'est bien l'intérêt. Et là, on est bien sur l'équité. Est-ce qu'il y a des modèles d'accords d'entreprise justement qui peuvent servir de Non, base de rédaction, non, Philippe? Est-ce que non. tu as des Bah, idées? alors, je peux vous dire que nous, à l'ARACT, on est en train de travailler sur un accord pour nous, hein, personnellement, sur le télétravail, sur un accord expérimental, et que non, non, ça se traite et ça se rédige. Alors, il y a des canevas types hein, sur des accords de ce type-là. On a des canevas. Si par exemple vous avez dans vos organisations un accord sur le temps de travail et l'organisation du temps de travail, la question du télétravail peut être introduite à un moment donné dans un accord au moment de sa revoyure, par exemple. Vous pouvez ouvrir un chapitre dans un accord sur le temps de travail, sur le télétravail, voilà. Les avocats qu'on a nous consultés nous disent qu'il vaut mieux avoir un accord spécifique qui naturellement ne vient pas en contradiction de l'accord sur le temps de travail, mais avoir un accord spécifique, voilà, surtout s'il est expérimental. Il y a des fondamentaux, les fondamentaux, on les a vus tout à l'heure, hein, c'est qui y a accès, sous quelles modalités, dans quelles conditions temporelles, c'est quoi les obligations réciproques, c'est quoi l'introduction des risques dans le document unique? Ça, c'est des obligations dans tout accord que vous allez devoir passer sur le télétravail. Mais des formats types d'accord, non. Ce qui serait peut-être bien, c'est que une organisation professionnelle de votre secteur s'empare du sujet et puisse à un moment donné consulter un cabinet d'avocats spécialisé en droit social pour vous avoir et vous fournir au moins le canevas minimum, la trame minimum d'un accord expérimental sur le télétravail. Pour info, on est aussi en train, à la Mona justement, on fait du télétravail depuis très longtemps. C'est pas encore formalisé, donc ça fait même plus d'un an qu'on est en réorganisation, qu'on teste, qu'on expérimente, mais c'est pas encore formalisé. Donc on est aussi en cours de rédaction et évidemment, en récupérant le nôtre et puis ceux des offices pour lesquels c'est mis en place, on pourra combiner pas mal de documents ressources, au moins sur les bases. Après, évidemment, chaque accord dépend vraiment Alors, de pour chaque travailler sur structure. cette question-là, liée aux accords pour ici la RAC Nouvelle-Aquitaine, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous partez sur une réflexion pour un accord expérimental, par exemple, c'est de vous donner et de fixer aux salariés, à leurs représentants, une date butoir pour la rédaction et la signature de l'accord. C'est-à-dire, vous vous dites, on est dans une situation où on prépare un accord expérimental sur le télétravail
avant le 30 septembre 2018. Voilà. Il faut se fixer des échéances sur des chantiers comme ça, parce que sans ça, vous avez de fortes chances que en mars ou avril 2019, vous soyez encore en train de négocier un accord expérimental. Donc il faut absolument, dans le cadre de négociations de ce type-là, se fixer une date butoir à partir de laquelle l'employeur prendra ses responsabilités. Soit il y aura accord, soit il n'y aura pas accord. Donc on constate le désaccord et on met ou pas en place les dispositions à l'initiative de l'employeur. Euh, oui. Une dernière question, Philippe, avant d'enchaîner. Est-ce que les temps de trajet, par exemple le train domicile-bureau, peuvent être considérés comme Tout du temps de dépend des accords travail? d'entreprise. Voilà. Donc ça peut très Ouais, bien être tout indiqué dans dépend les des accords accords. d'entreprise que tel salarié qui a 1 heure de train pour venir chez Alors lui généralement peut le télétravailler. code du travail ne retient pas comme temps de travail, sauf pour quelques professions particulières, mais généralement le code du travail ne reconnaît pas comme temps de travail le temps domicile, lieu de travail. Voilà. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez au boulot le matin, physiquement, ce temps-là, il n'est pas décompté comme temps de travail, sauf quelques professions particulières ou quelques accords particuliers. Oui, oui, oui. On enchaîne, il est déjà midi, donc Alors, on a bien nos débordé, mais préconisations. répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra si on n'a pas le temps de tout traiter. On vous les transmettra. Donc nous, vous l'avez bien compris, nos préconisations à nous à l'Actarac, c'est d'abord de s'intéresser, on ne l'a pas mis dans le PowerPoint, mais c'est vraiment de s'intéresser à cette modalité-là et tout ce qu'elle peut générer comme bénéfice pour les structures et pour les individus qui les composent. Nos préconisations, c'est vraiment d'en faire un projet collectif, c'est-à-dire un projet qui, pour nous, un projet collectif, c'est un projet qui met en perspective les intérêts de la structure et les intérêts des individus qui constituent la structure. Bien poser les attendus, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que vous attendez de la mise en place de ces modalités-là, et à la fois pour les individus, à la fois pour le collectif et à la fois pour la structure et le travail qu'elle fournit. Définir clairement les critères de réussite, donc on en a évoqué quelques-uns, c'est la conciliation des temps de vie, c'est la diminution des accidents de trajet, ça peut être plein de choses, et ça, il faut vraiment ouvrir une réflexion au niveau du collectif par rapport aux critères de réussite de ce type de mise en place. Et puis, nous, vraiment, ce qu'on conseille, ce qu'on préconise, c'est de travailler par l'expérimentation en adoptant les lois de l'expérimentation. Et une des lois de l'expérimentation qu'on oublie très souvent dans le monde du travail, c'est le droit à l'erreur. Et que dans le droit à l'erreur, on apprend. Donc en gros, sur le petit schéma qui suit, vous l'avez sous vos yeux. D'abord, réaliser un diagnostic organisationnel, c'est vraiment un travail de fond, mais il faut le faire. Alors que vous mettiez en place ensuite le télétravail ou pas, le diagnostic organisationnel de votre structure, n'importe comment, il vous apportera plein de choses. À partir de ce diagnostic-là, définir collectivement les attendus et les critères de réussite, et on appellera à ce moment-là le projet télétravail. On met en place progressivement le dispositif, on suit, on suit et on régule les évolutions de cette mise en place parce qu'on est bien dans un accord expérimental. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on conseille, c'est de mettre en place un petit groupe dans la structure qui puisse suivre au travers d'une instance ad hoc bah, la manière dont les gens vivent cette mise en situation, les difficultés, les bénéfices, compris ceux à quoi on n'avait pas pensé au moment où on a mis ça en place, de mesurer ensuite les effets sur les individus, sur le collectif et sur le travail en tant que tel, et de revenir régulièrement sur ces questions-là dans le cadre d'un accord ou d'un projet télétravail. Je rappelle à ce propos, tout à l'heure on parlait d'accord expérimental ou d'accord définitif par rapport au télétravail. Il en est de ces accords-là comme de tous les accords. Il faut qu'ils comportent une clause de revoyure. Et cette clause de revoyure, elle est généralement annuelle. C'est-à-dire que annuellement, les signataires de l'accord se réunissent pour voir ce qu'a donné cet accord et s'il a lieu ou non d'en modifier tout ou partie du contenu et des attendus. Voilà. Donc ça, c'est un système assez connu dans les démarches de type projet. C'est vraiment ce que nous, on propose de mettre en place. Dernier point par rapport à ça, c'est veiller à ce que dans des structures qui accueillent des nouveaux entrants ou des nouveaux arrivants pendant la vie de ces projets-là, ils soient bien embarqués dès le départ dans la présentation de la structure. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des phases d'embauche ou de pré-embauche, de sélection,
de gens qui vont venir vous retrouver, vous précisiez bien que cette modalité-là est en travail en ce moment dans votre structure. Dans le groupe projet justement qui constitue le projet télétravail, je pense à une anecdote de la responsable télétravail chez Orange, qui est une des entreprises pionnières en France et qui au début était partie justement toute seule sur son projet et qui s'est vite rendu compte que dans le projet télétravail, il doit y avoir évidemment les directions, évidemment des référents RH, mais aussi toutes les personnes qui s'occupent du support technique, du matériel. Euh, et ceux qui s'occupent du cadre de vie. Donc il y a vraiment toutes les fonctions de l'entreprise qui sont impactées. Et ce groupe projet télétravail, il doit vraiment comprendre plusieurs personnes, y compris des gens qui ne seront pas en situation de télétravail, Oui. parce que si on oublie cela, il va y avoir clairement une déconnexion avec une perception Mhm. de avantages, désavantages, incompréhension Complètement. du travail, du mode de travail des uns et des autres en fait. Pour clôturer, une réflexion sur la mise en place du télétravail, c'est l'opportunité de parler du travail réel. Alors ça, c'est un constat que nous fait régulièrement dans le réseau. C'est que quand on fait des diagnostics organisationnels, qu'on travaille sur la prévention des risques ou qu'on accompagne des équipes de managers, voilà, dans le cadre de professionnalisation et de formation, on constate, voilà, que les gens ne parlent pas du travail réel, ils parlent des résultats du travail, voilà. Mais parler du travail réel, c'est partir c'est des activités des individus qui constituent le collectif et d'interroger ce travail réel et pas forcément dans un premier temps par rapport à des scénarios que vous voudriez mettre en œuvre, les résultats du travail. On est bien là ensuite sur la réflexion sur l'organisation, c'est-à-dire à un moment donné comprendre les différentes interactions des parties de l'organisation, compris celles qui ne seront pas forcément a priori concernées par des scénarios de télétravail. Réfléchir naturellement à l'aménagement physique du cadre de travail, ça fera partie automatiquement du diagnostic organisationnel. Comprendre les relations à l'occasion du travail qui sont souvent largement plus compliquées, plus complexes et plus complètes que les relations qui peuvent être décrites dans des cahiers de procédure ou dans des normes ou des travaux visant la certification. Les relations à l'occasion du travail, elles sont beaucoup plus compliquées que ce qui est souvent écrit sur le papier. Réfléchir aux compétences, à leur développement individuel et collectif, parce que nous, on est convaincus qu'une démarche de ce type-là développe les compétences individuelles et collectives, mais il faudra en faire l'inventaire, et ça peut faire partie d'un des objets d'un accord télétravail, c'est qu'à un moment donné, on fasse l'inventaire de l'évolution des compétences des gens. Vous avez des gens qui sont peut-être au jour d'aujourd'hui plus ou moins habiles sur les TIC et que les mettre et les accompagner dans des situations de télétravail vont développer ces compétences-là qui pourront très utilement être réinvesties par la structure. Et d'avancer dans une démarche concertée pour améliorer la qualité de vie au travail. Bon, alors la qualité de vie au travail, nous, dans le réseau ANAC-TARAC, ça fait 15 ans qu'on en cause. Ça fait 15 ans qu'on organise tous les ans une semaine sur la qualité de vie au travail. Et on pense très sincèrement que sur cette question du télétravail, c'est une des modalités qui peut permettre d'améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Voilà, et alors c'est l'ultime, hein. Voilà comment on peut passer sur le schéma que vous avez, comment on peut passer d'une approche individuelle à une approche collective des questions du télétravail, où en gros, dans une approche individuelle, vous êtes dans une situation où vous administrez un dispositif de télétravail au cas, alors en plus complété par ce qui était dit tout à l'heure sur les ordonnances Macron et maintenant le droit opposable des salariés à demander du télétravail. Et on voit bien qu'on a tout intérêt dans ces contextes qui évoluent, ces contextes réglementaires qui évoluent, à aller vers une approche collective, c'est-à-dire penser le télétravail collectivement et de fixer dans le cadre d'un double croisement d'une approche sociale vers une approche organisationnelle, de vraiment faire du télétravail, de cette opportunité de modalité, un enjeu de performance, un enjeu de qualité de vie au travail et aussi un enjeu d'égalité professionnelle entre les salariés. Merci Philippe. On a deux questions qui se recroisent, qui sont peut-on contraindre un salarié et peut-on contraindre un employeur? Je pense que tu y as répondu
en partie tout à Ouais, l'heure et c'est que le super bien mot ce que, même de contraindre est un peu contraire à tout ce que tu viens d'évoquer. Est-ce que tu as une réponse à faire? Alors, contraindre un employeur, on a vu que la loi le permettait. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on vous propose d'aller plutôt vers une démarche collective et vers un accord d'entreprise. Contraindre un salarié, ça existe dans certaines organisations sur ces modalités-là. Voilà. Ça veut dire que c'est la condition sine qua non à l'embauche, c'est-à-dire accepter ça. Donc moi, j'ai un avis assez tranché sur la question, c'est que contraindre des individus dans le contexte du travail ne me paraît pas quelque chose qui engendre et la performance et la prévention d'un certain nombre de risques. Agir sous la contrainte n'a jamais été quelque chose de facilitant pour les individus, que ce soit au travail ou pas. Il faut vraiment comprendre, par contre, qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à un moment donné à contraindre quelqu'un ou qu'une organisation peut à un moment donné être contrainte elle-même. Euh, Prévenir la contrainte, c'est comprendre quels sont les enjeux qui peuvent amener les uns ou les autres à mettre l'autre dans la contrainte. Et c'est en levant ces préalables-là qu'on évitera de se trouver dans des situations de contrainte. Le danger pour une structure de contraindre quelqu'un au télétravail, c'est de mon point de vue des enjeux énormes. Et puis, bah oui, quelques ressources. Merci. Voilà, quelques ressources. Juste une petite dernière question. Le délai de réponse de l'employeur à une demande individuelle de Elle télétravail, je existe, ne mais je suis ne l'ai pas plus en sûre tête. qu'il Mais elle qu'il existe. existe non C'est à plus. vous. Non, si vous avez une demande de ce type-là ou une demande de n'importe quel type qui est portée par un texte de loi, là, il faut consulter un spécialiste, mais il y a des délais de réponse, puisque l'absence de délai de réponse vaut accord, donc il faut être très prudent là-dessus. Je ne le connais pas, je ne peux pas vous le dire par rapport à cette demande-là. Il faut avoir une référence à un conseil juridique là. Mais il y a un délai. Il y a un délai, hein. D'accord. On va se renseigner concernant la question de Marilyn sur un modèle d'avenant ou à défaut les articles à ne pas oublier. Dans l'article récapitulatif, on va vous mettre justement tous les points législatifs et réglementaires essentiels et puis éventuellement on vous fera passer des modèles qui puissent exister, sachant que voilà, Philippe, je pense, a bien insisté sur le fait que les modèles n'étaient pas forcément à privilégier parce que évidemment chaque cas est particulier et qu'il vaut mieux privilégier justement l'expérimentation. Donc les ressources pour aller plus loin, on a un site de référence sur le télétravail qui s'appelle télétravailler.fr avec justement tout le cadre juridique plus la pratique. 10 questions sur le télétravail de l'ANACT, c'est un document qui est super bien fait pour expliquer justement tous les enjeux et toute la pratique. L'état des lieux du télétravail par l'ANACT qui a aussi été réalisé en 2012 euh, avec le Tour de France du télétravail, les chiffres ont pas tellement ont évolué depuis avec l'augmentation du nombre de télétravailleurs, mais pas forcément avec l'augmentation du cadrage. Et puis une étude qui est super intéressante qui s'appelle Demain tous nomades, qui a été faite par un cabinet, le cabinet Advance, et qui montre aussi là pas mal d'enjeux qu'on ne connaît pas forcément justement quand on n'y est pas encore confronté. Le prochain rendez-vous sur le sujet multisite, donc c'est les bonnes pratiques dans les entreprises libérées, donc avec Mylène Bez qui a déjà fait des formations sur ce sujet. Voilà, l'idée ce sera pas de proposer un modèle plutôt qu'un autre, mais juste de voir ce que ça peut avoir comme intérêt justement en termes de qualité de vie de l'entreprise et de performance. Donc on ira chercher les modèles qui fonctionnent bien. Je conclus rapidement avant de laisser la parole, le mot de la fin à Philippe sur les formations côté Mona. Donc développer sa confiance en soi et travailler en équipe, c'est plutôt axé justement sur le leadership et le nouveau cadre de travail dans une nouvelle équipe et potentiellement à distance. Et puis le module entièrement en ligne qui commence sur la qualité de vie au travail, sur prévenir ses risques psychosociaux et élaborer le document unique d'évaluation des risques psychosociaux. Côté Auvergne-Rhône-Alpes, donc vous avez des formations sur l'équipe multisite, le management à distance, et puis sur la collaboration à distance avec l'entrée outils.
dont plusieurs parties sont proposées justement en e-learning. Vous retrouvez tout ça sur le site de la Mona et sur le site de Trajectoire Tourisme. Et puis je vais laisser Philippe conclure. Il y a eu beaucoup de questions, surtout réglementaires, donc ça on vous les fera vraiment passer. Et puis je pense que le mot de la fin, c'était vraiment sur l'expérimentation et puis sur la confiance et le partage au sein Merci de de m'avoir l'équipe accueilli pour engager tout ça sur de bons rails. ce séminaire. Moi, ce que je peux confirmer ce que tu dis, c'est que tu as utilisé le mot confiance et je pense qu'il est absolument indispensable pour engager une démarche, mais il est absolument indispensable pour manager une structure, le mot confiance. Donc, allez-y, réfléchissez. Le fait même de poser la question dans les équipes va amener, ouvrir la réflexion sur l'organisation du travail. De notre point de vue sur les expériences qu'on peut accompagner, même si à un moment donné elles se sont réduites, restreintes par rapport à des ambitions, elles ont fait progresser la connaissance des uns et des autres sur l'organisation du travail dans les structures et ça déjà c'est une réussite. Bon courage à vous. Merci Philippe. Bon courage à tous. On vous envoie toutes les ressources et toutes les infos et aussi les différents contacts pour s'engager dans la démarche. Merci à tous. Bonne journée.